Très bien, merci. Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Julia Zucker. Je travaille à la délégation ministérielle à l'accessibilité et depuis 2 ans, je suis à la manœuvre sur le développement et le portage d'accès libre, qui est l'objet de la présentation de ce jour. Brièvement, avant d'entrer plus avant dans le détail du concept et de la présentation de ce produit, Accès Libre, c'est ce qu'on appelle une start-up d'État, c'est-à-dire qu'on fait partie intégrante de l'incubateur interministériel gouvernemental qui s'appelle BetaGouv, d'où notre URL en accèslibre.beta.gouv.fr. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas? Cet incubateur, il existe depuis, ça a été initié sous le gouvernement Hollande, repris et amplifié sous le précédent quinquennat Macron, et bien évidemment, ça s'installe dans le temps. L'idée, c'est de favoriser les idées innovantes, notamment en matière de numérique, mais pas que, mais principalement via le numérique, favoriser et permettre l'émergence de solutions innovantes numériques au sein de la fonction publique. Voilà. Et donc, il y a un certain cadre qui est posé avec des appels à projets qui sont retenus ou rejetés et qui derrière, quand ils sont retenus, il y a des débuts de financement qui sont mis en place pour permettre d'initier, d'amorcer ces pompes. Accès Libre a répondu à un appel d'offres fin 2019 et on est sur les rails concrètement depuis début 2020. Alors, la méthode est toujours la même au sein de BetaGouv. Il s'agit de mettre en place des produits qui apportent une solution. Et on est très attendu de la part de nos financeurs et de nos sponsors, notamment en matière d'impact et d'utilité. C'est-à-dire que la solution, pour qu'elle soit considérée comme pertinente, il faut qu'elle soit utile et qu'elle ait de l'impact en réponse au problème qui a été constaté. Donc, on a toujours un constat de départ qui constitue un problème et le produit vient apporter une réponse pertinente à ce problème-là. En l'occurrence, le constat de départ pour Accès Libre, c'est le fait qu'aujourd'hui, en 2022, alors c'était déjà le cas en 2020, mais 2 ans plus tard, c'est toujours le même constat, même si Accès Libre est là et commence à apporter des débuts de réponse, mais on est loin du compte encore. En 2022, on a de plus en plus dans nos usages Internet, que l'on soit sur ordinateur ou sur mobile, et notamment lorsqu'on est en situation d'aller chercher de l'information. Les informations, maintenant, ça passe par le numérique, ça passe par nos moteurs de recherche, principalement. On se confie, je pense, en très grande majorité. Aujourd'hui, nous sommes maintenant à peu près 55. On n'a pas le temps de faire un sondage, mais je serais prête à parier qu'on serait au moins 50 à utiliser notre ami Google pour poser nos questions et espérer avoir des réponses pertinentes. Or, ce charmant ami Google, lorsqu'on lui pose tout un tas de questions, il est extrêmement performant, mais de façon assez magique, malheureusement, hein, c'est pas la bonne magie, de façon assez magique, lorsqu'on le questionne sur notamment ces questions d'accessibilité, ces informations d'accessibilité pour des lieux ouverts au public, alors là, même Google se retrouve bien en peine pour apporter des réponses pertinentes. Ça ne veut pas dire que Google est mauvais, ça veut juste dire que sur le web, sur l'immensité de la toile du web, il n'y a quasiment pas d'infos, puisque même le moteur de recherche, un des plus puissants au monde à ce jour, ne parvient pas à pousser des informations satisfaisantes à l'internaute. Voilà, alors que dans le même temps, hein, si on doit finir de problématiser ce problème, on est face à un web particulièrement silencieux. On pourrait se dire, oui, mais si ça concerne que 2-3 personnes, cela pourrait s'expliquer et ne pas constituer véritablement en soi une difficulté, certes, sauf que ça n'est pas le cas. On est évidemment avec une population intéressée pour ces informations très spécifiques. C'est une population qui est minoritaire. Cela étant,
elle constitue, cette population, une minorité qui est loin d'être anodine, hein, puisqu'on parle de 12 millions de personnes. Alors, c'est un chiffre INSEE qui commence à dater, mais il n'y a jamais eu, hein, depuis 2001, il me semble, hein, d'enquête INSEE du même niveau que celle qui a fait émerger ce chiffre-là. Cela étant, dans les différentes petites enquêtes qui ont pu avoir jusqu'à présent, depuis cette date, le chiffre reste stable. Donc, on parle de 12 millions de personnes handicapées. Si on doit rajouter à cela, dans les difficultés de mobilité également, les problématiques liées aux seniors et au vieillissement, qui sont extrêmement similaires, hein, dans les problématiques et dans les enjeux de réponse au vieillissement, on compte 10 millions, hein, de seniors, c'est-à-dire les personnes qui ont 70 ans et plus. Donc, on est à quelque chose qui nous porte à plus de 20 millions de personnes. C'est loin d'être quelque chose d'anodin. Voilà, donc on est avec un public important, cela étant un web qui est silencieux, alors que les informations dont ces personnes ont besoin sont d'une criticité aussi forte que n'importe quelle autre info pratique. C'est-à-dire que si on vous donne rendez-vous au bar ou au restaurant bidule, si vous n'avez pas un certain nombre d'infos, notamment l'adresse, vous ne pourrez jamais vous y rendre. Eh bien, dites-vous que c'est du même acabit en ce qui concerne les informations d'accessibilité pour ces personnes. Alors, quelle réponse face à ce constat? Il y a Accès Libre que je vous présenterai dans un second temps, mais d'abord, il y a également une réponse légale, c'est-à-dire que Accès Libre est loin d'être le premier outil à se mettre sur ce créneau-là, mais il y a également eu au niveau théorique, au niveau législatif, une prise de conscience et des réponses qui ont été apportées. D'abord, les dispositifs ADAP, ESDAP, agenda d'accessibilité programmée, et schéma d'accessibilité programmée. Les ADAP concernent le cadre bâti, les ESDAP concernent les transports. Les collectivités les connaissent bien puisqu'elles ont été doublement concernées par cette obligation qui date de 2015, hein, 1er janvier 2015. Les dispositifs sont entrés en vigueur. Où là, concrètement, l'ensemble du cadre bâti existant et l'ensemble des réseaux de transport existants sont rentrés dans des dispositifs, à savoir le monde est devenu binaire, c'est-à-dire soit on était accessible, soit on ne l'était pas. Si on n'était pas accessible, on rentrait dans les ADAP ou on rentrait dans les SDAP. Voilà, ça, c'était pour mettre en œuvre et réaliser cette accessibilité réelle, une accessibilité effective. Il y a un deuxième moment qui est extrêmement important. Il n'est pas nécessaire d'attendre la fin de ces programmes de mise en accessibilité lorsqu'on est sur un patrimoine ou sur l'ensemble des réseaux, qui est de faire savoir. Voilà. C'est important de faire savoir, non pas que l'on a tout fait, mais que l'on fait. Parce que si l'on attend dès 3 ans, 6 ans, 9 ans, dites-vous bien que c'est encore autant d'années où vous avez un certain nombre de personnes qui restent en attente, qui a l'impression que rien n'avance alors qu'il y a des choses qui sont faites, et qui, en plus, ne commencent pas à utiliser des équipements ou des aménagements qui, pourtant, ont été réalisés directement pour ces personnes. Donc, c'est un manque à gagner des deux côtés. Ces dernières années, alors ça doit être 2018 ou 2019, je commence à me perdre dans cette LOM. La loi d'orientation des mobilités a prévu dans quelques-unes de ces dispositions, pareil, hein, d'insister sur le faire savoir en imposant la collecte des informations d'accès des transports, hein, des points d'arrêt, mais également de la voirie aux abords de ces points d'arrêt sur 200 mètres. Donc c'est une mesure qui est aussi ambitieuse qu'elle est pertinente en matière d'impact pour les personnes. Pourquoi ambitieuse? Parce que c'est un vaste chantier qui est complexe, mais dites-vous que l'impact et l'utilité que cela veut avoir est extrêmement fort. Donc ça, pour la LOM, on était côté mobilité, transport, hein, et voirie, ce qui est très logique parce que c'est le périmètre de la LOM. Cela étant, ils ne sont pas allés au bout de cette fameuse chaîne du déplacement dont parlait Antoine en introduction. N'oubliez pas, hein, en accessibilité, que ce concept de chaîne du déplacement est essentiel. Hein. La chaîne du déplacement, c'est je vais d'un point A à un point B. Je dois m'assurer
moi, en tant que personne en situation de handicap, quel que soit mon handicap, et c'est là la difficulté, c'est que on ne va pas avoir les mêmes besoins selon le handicap que l'on a. Comment je m'assure que je peux partir du point A pour arriver jusqu'au point B sans encombre? Et c'est ça hein, la réponse que propose la LOM dans ses dispositions. Mais il manquait l'ultime point, c'est-à-dire le point de destination dans un déplacement. Il n'y a pas 40 000 destinations. Hein. Soit vous allez chez quelqu'un d'autre, on est dans du logement, soit vous allez à votre travail, soit vous êtes en extérieur. Et dans ce cas-là, la LOM suffit. Mais si vous allez dans un troisième intérieur, en fait, il s'agit de ce qu'on appelle un ERP, un établissement receveur du public, un lieu ouvert au public. Et cela, on est très souvent en situation d'inconnu, alors sauf quand on va dans sa boulangerie, ces ERP que l'on connaît parce que on les fréquente quotidiennement ou quasi quotidiennement. Mais dès qu'on est en situation un petit peu plus de découverte, alors là, le besoin d'information pour pouvoir organiser sa sortie devient extrêmement critique. Et dans ces questions de mobilité, eh bien, le point de destination mérite autant d'être décrit que le reste du cheminement. Donc, quid du côté cadre bâti, en termes de réponse légale, il existe hein, ce qu'on appelle le registre public d'accessibilité qui est en place depuis 2016, qui venait déjà chercher à répondre à cela, c'est-à-dire que chaque établissement en santé public a l'obligation d'élaborer et de mettre à disposition un registre public d'accessibilité qui est là pour apporter un certain nombre d'informations sur les équipements et la conformité administrative de l'ERP. C'est une disposition qui est peu connue et peu respectée et donc qui a un impact extrêmement modéré. On pourrait également s'interroger hein, sur la pertinence du contenu qui est exigé dans la loi pour le registre public d'accessibilité. En effet, pour vous donner juste un exemple, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus important pour une personne en situation de handicap? C'est de savoir que le RP est sous ADAPT ou c'est de savoir que, attention, à l'entrée, il y a une marche, mais que cette marche, elle peut être passée grâce à une rampe amovible. Bon, bah, c'est évidemment le deuxième cas. Voilà. Ça, ce deuxième cas, ce sont des informations extrêmement concrètes de description d'accessibilité que propose et que pousse Accès Libre, mais qui avaient totalement été laissées de côté dans le registre public d'accessibilité. Voilà. Et donc, aujourd'hui, du fait de ce silence du web et de le pas d'équivalent de l'homme pour le côté cadre bâti, en fait, on est parti sur la création d'un outil très opérationnel, qui est à la fois un outil de collecte et un outil de réutilisation des informations d'accessibilité, justement, qui est mis à disposition de tous pour permettre d'enclencher un mouvement et surtout d'enclencher un mouvement de façon un peu plus organisée à travers notamment l'élaboration et la mise à disposition de données formatées. Ainsi, si l'on additionne la LOM plus Accès Libre, hein, on se retrouve avec, cette fois-ci, une belle couverture de la chaîne du déplacement. Les dispositions théoriques de la LOM avec cet outil qui est en train cet outil de collecte qui est en train d'être développé, et de l'autre côté Accès Libre, on se retrouve avec une globalité et une pertinence pour le public. Cette pertinence, on l'a déclinée également dans ce qu'on appelle les formats de données. Il est important lorsque on essaye de faire circuler des données, et là on parle évidemment d'open data, non seulement parce que la LOM a imposé cette open data, mais parce que on s'inscrit de façon tout à fait logique dans le cadre de la loi pour une république numérique qui date de 2016 et qui venait imposer l'open data notamment aux collectivités en ce qui concernait entre autres les données d'intérêt général. Depuis 2016, une collectivité qui se lance dans de la collecte et de la mise à disposition ou pas d'informations d'intérêt général, ces informations-là doivent être en open data. Et les données d'accessibilité sont des données d'intérêt général, bien évidemment.
Donc, on est dans une logique d'open data, c'est-à-dire qu'il faut que les données circulent au maximum et soient le plus facilement réutilisables. Et pour que des données soient les plus facilement réutilisables, il faut qu'elles soient formatées et standardisées. C'est ce qui a été fait. On a travaillé sur un peu plus d'un an, entre fin 2019 et je dirais même 2 ans au final, et fin 2021. Il a été organisé sous l'égide du CNIJ des travaux pour créer des standards, un standard voirie et un sous-groupe à travailler sur le standard ERP. Accès libre s'est mis en cohérence le plus possible avec ce standard. On a 2 ou 3 champs qui diffèrent, mais sur le reste des données, on est aligné. Pourquoi ? Parce que l'objectif d'Accès libre, c'est de collecter ces informations d'activité concernant les ERP. On a plusieurs ambitions en matière de réutilisation des données, une ambition plus thématique, c'est-à-dire que admettons, j'ai collecté, on a mené des grosses actions de collecte sur les cinémas. Maintenant, on aimerait que les gros acteurs du web de cette thématique-là viennent réutiliser nos données. Mais on a également des ambitions sur un angle plus transversal, cette fameuse chaîne du déplacement. Et là, c'est là où ce format et cette cohérence, elle est extrêmement pertinente parce que des acteurs de la mobilité qui vont produire des calculateurs d'itinéraire ou parfois des systèmes de cartographie qui viennent rassembler différentes infos, que ce soit sur la voirie, sur les transports ou sur les ERP, alors là, le fait qu'on parle la même langue facilite bien évidemment la réutilisation parce que on réduit au maximum tous ces travaux de reformatage des données qui sont extrêmement coûteux en temps et en temps homme également pour faire tout cela. Voilà, donc accès libre, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est un site internet qui propose 2 parcours. Un parcours de collecte d'informations à travers un formulaire où les données sont les questions sont extrêmement simplifiées. C'est-à-dire, elles sont simplifiées de 2 manières. On a limité le nombre de questions. Alors, il y en a un certain nombre quand même. Cela étant, par rapport à l'exhaustivité que pourrait viser un tel formulaire, on a divisé par 3, voire par 4 le nombre de questions qu'on aurait pu poser. Donc, on s'est concentré sur les informations les plus importantes, les plus critiques lorsqu'une personne en situation de handicap, quel que soit son handicap, va se poser pour anticiper son déplacement. Donc, on est sur une collecte simple comme ça, c'est-à-dire qu'on a limité au maximum aux informations les plus impactantes. Et deuxièmement, on est sur des données propices à l'open data. Et c'est très bien parce que ça facilite la collecte. C'est oui ou c'est non. C'est de la liste, c'est-à-dire qu'on va choisir des réponses dans une liste. C'est extrêmement formaté, mais pour le contributeur, ça veut dire qu'il est extrêmement guidé. Et ça simplifie grandement l'exercice de contribution, qui est une contribution collaborative, c'est-à-dire que n'importe qui peut se créer un compte et venir apporter les informations qu'il possède sur l'accessibilité d'un ou de plusieurs ERP qu'il connaît. Ça, c'est pour la partie faire entrer de la donnée. On peut également faire entrer de la donnée via notre schéma de données qu'on met à disposition et des fichiers que l'on nous transmet et que nous, on importe dans leur globalité. Et de l'autre côté, on a une interface qui vient pousser et exposer ces données pour les mettre à disposition des lecteurs. Ce qu'on ne souhaite pas sur Accès libre, c'est que Accès libre soit un sanctuaire à information et que les internautes en situation de handicap, parce que en situation de handicap, ils doivent en passer par une étape supplémentaire qui serait de venir consulter les informations sur un site dédié. Ce qu'on veut, c'est que ces infos soient réutilisées et que un site qui vient me parler, je sais pas, de restaurant, on va prendre la fourchette par exemple, je vais consulter la fourchette, je suis en situation de handicap ou non, je choisis mon restaurant et je trouve toutes les informations pratiques du restaurant que j'ai choisi, y compris les informations d'accessibilité, parce que ça c'est un usage normalisé du web.
Voilà, alors globalement, hein, ça c'est tout petit, c'est pas du tout accessible, n'est-ce pas? Mais on est avec ces informations. Le site, il est évidemment responsive. Hein, on peut collecter en mode no-ban via son téléphone. Très rapidement, quelques chiffres. Aujourd'hui, après 2 ans, on est entré en phase d'accélération. Donc, la donnée commence à amener de la donnée et les partenaires commencent à amener d'autres partenaires et c'est extrêmement gratifiant aujourd'hui pour l'équipe. Depuis juin, on estime notre accélération. Donc, aujourd'hui, c'est à peu près 113 000 ERP en base, un petit peu plus. On a des gros acteurs, à la fois publics et privés, qui commencent à discuter avec nous. Donc, servicepublic.fr qui finalise les différents branchements en ce moment même. On est censé avoir une livraison dans les jours qui viennent pour les échanges de données. Google Maps également, un gros acteur privé qui viendrait récupérer quelques-unes de nos informations d'accessibilité pour les pousser sur leur Maps. On fait des collectes thématiques, donc sur ces actions-là, on fait des jolis sauts. Les restaurants, on a fait des actions de collecte sur les restaurants, sur les lieux culturels, sur les mairies, et ça, c'est amené à se répéter dans le temps pour faire gonfler cette base et susciter toujours plus d'appétence. Ça, je vous ai poussé, et je m'arrêterai là derrière, hein, un exemple de ce qu'on appelle le widget. Hein, je vous ai parlé de réutilisation. Typiquement, vous avez là, c'est un bout de page d'une agence immobilière qui a renseigné Accès Libre qui a renseigné ces informations de l'ensemble de ces agences dans la plateforme. Et sur chaque page web de chacune de leurs agences, ils ont, comme à chaque fois, hein, un bloc info pratique. Et eux sont venus rajouter cette petite phrase-là, les informations d'accessibilité. Lorsqu'on clique dessus, alors s'affiche une modale qui vient vous présenter un résumé de la fiche d'Accès Libre, un résumé synthétique des informations présentes sur Accès Libre. Si les gens veulent en savoir plus, ils cliquent sur ce petit lien de redirection qui les amènera sur les informations complémentaires. Voilà. Autre exemple, sortir à Paris, pareil, ils ont choisi juste ce petit mot-clé. Dès qu'il y a un article qui parle d'un lieu que nous, on a en base, le branchement des 2 API a été fait de telle sorte qu'il gère à la fois le stock et à la fois le flux. Et donc, on se retrouve avec un bloc info pratique qui vient récupérer et afficher ces informations d'accessibilité. Voilà, je m'arrête là. Je pense que j'ai dû un petit peu manger le temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse-là. Vous pouvez également récupérer mon mail au besoin par l'intermède d'Antoine. Je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Voilà, je vous remercie. Ok, très bien. Merci beaucoup, Julia. Merci pour ce coup de projecteur sur ce projet Accès Libre, très ambitieux. Moi, j'ai été voir les données et sur le Grand Est, j'ai compté 14 800 points de données dans notre région. Oui, alors, petit point, excuse-moi Antoine, je te coupe, on a au sein du ministère les directions départementales des territoires, mais je vais laisser Thomas présenter les choses, mais évidemment, on a commencé à mobiliser ces acteurs-là qui travaillent, qui sont nos collègues, sur Accès Libre, et un certain nombre d'entre eux commencent à se saisir de l'outil et sont des grands pourvoyeurs de données, et c'est extrêmement précieux parce que ce sont par défaut des données de grande qualité. Donc, dans le Grand Est, vous avez effectivement la chance d'avoir plusieurs départements, plusieurs DDT qui ont commencé à utiliser l'outil. Et ça peut être vraiment très intéressant de surfer sur cette vague et de venir piocher dans ces données Quali totalement gratuites et à dispo. Ok, merci. Je me tourne vers Clara pour prendre quelques questions.
Alors effectivement, nous avons pas mal de questions. Ça va peut-être être compliqué de répondre à toutes. Cela étant, si on n'y répond pas en séance, on y répondra ultérieurement. Alors, une première question, est-ce qu'il y a un lien entre Accès Libre et OpenStreetMap? C'est une question qui rejoint un peu la question de la licence et de la diffusion des données. Sous quelle licence les données sont diffusées? C'est une bonne question. On a commencé des échanges avec OpenStreetMap et nous sommes aujourd'hui un petit peu en but avec cette histoire de licence, puisque nous, on est en licence ouverte. Et que OpenStreetMap est en ODBL. Voilà, il y a des réflexions qui sont en cours pour essayer de mesurer un petit peu quel serait l'impact d'OSM sur Accès Libre, c'est-à-dire l'ensemble de ce vivier de données présentes en ODBL. Comment est-ce que ça pourrait venir alimenter de façon un peu automatique Accès Libre pour essayer justement de mesurer cet impact, encore une fois, et de voir si, par l'impact, on ne pourrait pas réussir à faire pivoter l'État sur cette question de licence, puisque vous n'êtes pas sans savoir, enfin, on a choisi la licence ouverte, nous, pour nous faciliter la tâche, notamment au niveau des réutilisateurs privés, mais il y a une position plutôt officielle sur l'utilisation des licences qui est que pour les produits qui dépendent d'Etalab, on est sur de la licence ouverte. Très bien. Merci. Alors, il y a une autre remarque. Vous avez indiqué que n'importe qui peut venir signaler une information concernant plusieurs ERP. Ces contributions-là, faites par le grand public, sont portées à connaissance de tous. Alors, c'est une partie d'une question et que je me permets de grouper avec une autre question qui est: est-ce qu'il serait possible d'imposer aux établissements publics de venir remplir cette plateforme, justement, pour leurs implantations? Ça serait effectivement intéressant. Maintenant, alors c'est vrai que quand il y a certains produits de start-up d'État qui à un moment donné ont une certaine consécration parce que la réglementation, après coup, reboucle vers ces produits-là. Et donc ça devient une reconnaissance légale qui vient renforcer la capacité et le pouvoir de ces startups. Cela étant, je reste prudente. J'en fais pas l'alpha et l'oméga parce qu'on tire la leçon aussi de ces registres publics d'accessibilité. C'est pas parce qu'il y a une obligation en matière d'accessibilité que les acteurs publics comme privés, les publics, ils ont un peu le même fonctionnement quand même. Enfin, certains publics ont eu les mêmes réactions que du privé. N'y vont pas forcément. Et le registre public d'accessibilité en est le parfait exemple pour tout un tas de raisons, hein, y compris de méconnaissance. Mais là, Accès Libre, voilà, on surfe plutôt sur ces actions et d'essayer de convaincre aussi de par plus l'utilité, la pertinence de l'outil au regard des différentes obligations qui ont été déjà là. J'ai été obligé de rendre accessible mon patrimoine. C'est très bien, ça a coûté. Et bien, si on veut un retour sur investissement, il faut faire savoir. Et là, aujourd'hui, l'outil d'ONC Accès Libre, c'est gratuit, c'est mis à disposition. Voilà, on mise là-dessus. Cela étant, il y a quand même des réflexions pour, à un moment donné, rendre obligatoire, d'une certaine manière, Accès Libre. Ça a été posé sur la table avec nos financeurs cette année. Alors, peut-être une toute petite dernière question qui fera une transition avec la suite. On voit comment collecter ces données. Certains acteurs se posent la question d'avoir une base, un début de base de données. Est-ce qu'il y aurait une référence? Est-ce que vous pourriez indiquer une référence qui permettrait de mettre ça? Alors, on voit que l'IGN diffuse un jeu de données ERP. Voilà. Est-ce que cette information, elle est utilisée également? Ou est-ce qu'elle peut être utilisée par des acteurs qui veulent consolider leurs données? Alors, tout à fait. Enfin, nous, nos données, elles sont à dispo, elles sont mises à jour toutes les nuits sur DataGouv. Le jeu de données, il est à disposition gratuitement.
librement, n'importe qui peut venir le récupérer. On n'a pas encore discuté ou rediscuté avec l'IGN. C'est quelque chose qu'il faudrait que je prenne le temps de faire parce que, notamment via leur BD Topo, il y a cette couche ERP qui est intéressante et les données d'accès libre pourraient très largement mériter d'y figurer. Cela étant, ça pose quand même un problème technique, hein, qui est qu'aujourd'hui, ce que diffuse l'IGN sur la BD Topo, ce sont des données qui ne ressemblent pas aux informations d'accès libre, c'est-à-dire que l'IGN, si on devait venir partager nos données avec l'IGN, il faudrait que l'IGN se mette en cohérence, notamment avec le standard. Ce qui a du sens, hein, mais ça a un impact côté développement pour l'IGN. Et l'IGN aujourd'hui, la base qu'ils mettent à dispo, c'est une base d'ERP qu'ils ont récupérée auprès d'un certain nombre de DDT, notamment de SDIS. Et il y a un point de vigilance à avoir en matière de fraîcheur de ces données. Il y a certains ERP qui sont extrêmement pérennes et stables dans le temps. On prenait un musée, on va prendre le Louvre. En toute logique, il est là depuis je ne sais pas combien de siècles, depuis 200 ou 300 ans, et il devrait encore être là pour les 200 prochaines années. Il y en a d'autres. Vous prenez le kebab du coin, il y en a certains, au bout d'un an, ils sont fermés et renouvelés. C'est sur ces ERP-là qui constituent un flux très fort que aujourd'hui les infos présentes sur l'IGN peuvent mériter une réactualisation. C'est pas la faute de l'IGN, c'est que sur les ERP qu'ils ont récupérés de certains acteurs, SDIS et d'autres, ce sont sur ces bases-là. Alors pas les bases 10, mais les bases en DDT peuvent manquer par moment de fraîcheur parce que dans les pratiques, on n'est pas sur une gestion de flux, ni même sur une gestion du stock, on est sur une gestion d'ERP qu'on rentre à partir d'une instruction. Ok, merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette thématique-là. Du coup, pour pas grignoter le temps qu'on a, je vous propose qu'on passe à la présentation suivante. Et donc, les questions qui ont été posées dans l'onglet questions. Donc, Julia, vous pouvez y répondre directement dans le texte, hein, bien sûr, ou sinon, on y répondra dans une FAQ quand on mettra en ligne les ressources du webinaire. Je vais y répondre au maximum. Super.